Voilà plusieurs semaines que je ne vous ai plus produit de contenu décryptage de l'actualité. Nous allons reprendre là où nous sommes arrêtés avec une petite revue de presse des actualités marquantes de la semaine écoulée. Nous allons avoir au programme le sommet de la SADC qui s'est tenu à Dar es Salaam et qui devait normalement plancher sur la situation en RDC. Nous allons parler également d'actualité ivoirienne. Le patron du PDCI, Tidiane Thiam, a annoncé renoncer à sa nationalité française pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et pour terminer, on parlera de la situation énergétique au Gabon. Les autorités de la transition ont annoncé conclure un contrat avec Carpowership, à savoir que Carpowership est une centrale flottante qui doit pallier au délestage que connaissent le Gabon depuis plusieurs mois. Ce contrat fait couler énormément d'encre. Voilà quel sera le menu du jour. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Le sommet de la SADC et de l'EEAC s'est tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Le président rwandais Paul Kagame s'y est rendu un peu à reculons. Il s'attendait à ce qu'on condamne son pays suite à l'agression et au soutien que le Rwanda donne au M23 qui est dans l'est du Congo et a pu conquérir plusieurs villes dont la ville de Goma, l'une des villes les plus importantes du nord Kivu. Là, ils ont lancé des incursions dans le sud Kivu et on nous a appris la semaine dernière qu'il y avait une reconfiguration de la présence rebelle dans l'est de la RDC, à savoir qu'au total au Congo, il y a plus de 120 milices rebelles différentes. Rien que dans l'Est, il y en a des dizaines. Et il y a donc une espèce de reconfiguration entre le M23, qui est soutenu par le Rwanda, et Alliance Fleuve Congo, qui est un espèce de parti rebelle qui a été lancé par Corneille Nangaa, qui a été président de la commission électorale, celui qui a organisé l'élection présidentielle, la toute première, qui a permis à Félix Tshisekedi d'arriver au pouvoir. Il a fait une conférence de presse, donc, où je dois vous avouer que je suis encore interrogatif sur les buts de guerre de Corneille Nangaa et du M23. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, les couloirs humanitaires sécurisés pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, la grande route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sake, sont désormais sécurisées. On parle de capter et de voler les minerais de la RDC, mais le Rwanda n'a pas besoin de créer des rébellions ou des milices pour arriver à ses fins. On a plutôt l'impression qu'il s'agit de gains territoriaux qu'ils veulent faire, mais même ça encore, il y a énormément de faits qui sont discordants et qui font que bien malin celui qui pourrait savoir quels sont les réels buts de guerre de cette invasion de l'Est de la RDC. Et donc ce sommet de Dar es Salaam avait pour objectif d'appeler au cessez-le-feu, mais surtout de condamner le Rwanda. Au final, il y a, semble-t-il, un statu quo. Le Rwanda n'a pas été condamné. Les présidents d'Afrique australe disent soutenir le Congo en appelant justement à un cessez-le-feu immédiat et à appeler à des négociations, mais ils n'ont pas condamné le bellicisme de Paul Kagame. Il faut savoir que Paul Kagame est arrivé au pouvoir après le génocide des Tutsis en 1994. Il a su surfer sur une espèce de rente mémorielle. Les puissances occidentales n'ont pas intervenu pour pouvoir stopper ce génocide. Kagame le leur a reproché pendant des décennies et des décennies, ce qui lui a permis d'avoir une espèce de complaisance occidentale quasiment depuis 30 ans. Aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est en train de se retourner, mais seulement en apparence. Dans les faits, très peu de condamnations ou même d'arrêt des aides internationales qui abondent aujourd'hui au budget rwandais. L'un dans l'autre, on a comme l'impression que cette histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Je devais vous produire un contenu YouTube, mais l'interview avec le Premier ministre Alain-Claude Bié-Binzé m'a obligé à repousser ça un peu plus tard. Je vais avoir du temps cette semaine, je vais faire en sorte de vous le tourner, mais la situation au Congo est complexe et les autorités congolaises eux-mêmes ont une part de responsabilité importante. C'est quasiment 30 ans d'incurie. Le Congo a aujourd'hui une armée dans l'incapacité de pouvoir défendre l'intégrité territoriale
de ce pays continent, incapable d'administrer ces zones, incapable de les développer, et donc le Rwanda a bon dos de faire un effet d'aubaine et de les attaquer. On parle très peu également de l'Ouganda, de Yoweri Museveni, qui a également quasiment le même bellicisme que Paul Kagame. Les chefs d'État d'Afrique australe ont appelé un cessez-le-feu immédiat, mais n'a pas l'impression qu'ils seront entendus. En Côte d'Ivoire, le président du PDCI, Tidjane Thiam, a annoncé renoncer à sa nationalité française afin de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je vous mets d'ailleurs une intervention d'Arthur Banga, analyste politique sur le plateau d'ANCI, qui relevait justement ces différents mensonges qu'il a pu avoir aussi bien de Tidjane Thiam lui-même que du porte-parole du PDCI. Il y a 3 mots que m'inspire c'est ce qu'on voit là. Le premier mot, c'est mensonge. Parce que M. Thiam, son porte-parole, en fait, son porte-parole était à la même place ici, Brendoumi. Et Evelyne Deba était là. Il a menti aux Ivoiriens, il a menti aux militants. Il a menti en disant que M. Thiam n'avait plus de problème, il était exclusivement ivoirien. On ne peut pas venir faire la politique autrement et mentir. Est-ce qu'il a dit ça comme ça? Si, il a dit ici. La vidéo est là. La vidéo, elle a dit. Les internautes pourraient voir la vidéo. Il a menti. Donc voici des gens qui sont venus faire la politique autrement et qui mentent. Qui mentent tout le temps les militants. Et quand j'ai fini de donner l'information, l'émission n'était même pas encore finie. M. Blessy, son avocat, a menti aux militants et il a menti aux Ivoiriens. Le lendemain, son député a encore menti. Donc c'est un mensonge organisé par un parti politique qui, quand ils sont pris en flagrant délit de mensonge, ne peut pas venir assumer leur mensonge sur ce plateau. On a comme l'impression que Tidjane Thiam veut devenir président de la République ivoirienne, mais renoncer à sa nationalité française est un sacrifice qu'il a souhaité faire uniquement de haut mur à quelques mois de l'élection présidentielle. Tidjane Thiam a énormément réussi dans la finance, dans la banque et a aujourd'hui une renommée internationale, mais au sein de ses citoyens et de son pays, il est très méconnu. Ce parachutage au PDCI provoque énormément de remous. Jean-Louis Billon, qui est militant du PDCI depuis une trentaine d'années, qui est un homme d'affaires, l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, a déjà fait savoir à l'époque même de Bédier que 2025 pour lui était une échéance importante. Il a dit qu'avec ou sans le label du PDCI, il se présenterait à l'élection présidentielle de 2025 et donc il va à minima capter des parts de marché du PDCI qui devait aller à Tidjane Thiam. Les stratèges de Tidjane Thiam se disent qu'il est nécessaire de créer un partenariat avec Laurent Gbagbo pour pouvoir contrebalancer un peu ces voix qui vont manquer et qui vont être captées par Jean-Louis Billon. Sauf que Charles Bégoudet a annoncé aujourd'hui qu'il n'était pas forcément nécessaire de s'attendre à une union sacrée de l'opposition. On n'était pas obligé de mélanger toutes les idéologies uniquement pour faire tomber le RHDP. J'ai bien l'impression que cette lecture des événements est la bonne. À vouloir faire l'alliance de la carpe et du lapin, c'est uniquement pour montrer que le projet est faire tomber le RHDP et Alassane Ouattara, qui va certainement être le candidat de ce bord politique pour octobre 2025, plutôt que d'apporter une offre politique qui soit cohérente. Et donc ce que Charles Bégoudet propose, c'est une alliance entre lui et Simone Gbagbo, à savoir que Charles Bégoudet est inéligible. Dans cette configuration, Tidjane Thiam se dit qu'il y a un coup à faire, il est gêné aux entournures par Jean-Louis Billon au sein du parti, il va certainement essayer de créer, comme je vous le disais, des partenariats, mais ça ne va pas être évident. Pour la probabilité qu'il fasse un bon score est assez faible. Le RHDP va trôner en majesté, mais pour les coups d'après, il y aura certainement quelque chose à se faire. Les autorités de la transition gabonaise ont annoncé qu'ils étaient en train à nouveau d'étudier le contrat avec la société turque Carpo Airship qui se proposait de mettre à disposition une centrale flottante pour pallier au délestage que connaît la République gabonaise depuis plusieurs mois. À savoir que ce contrat n'a pas été exécuté, il a été annulé à la dernière minute. Les clauses n'étaient pas à l'avantage de l'État gabonais. L'État gabonais devait verser plus de 12 milliards de francs CFA par mois, donc plus de 140 milliards de francs CFA par an. À savoir que l'État gabonais a quasiment pendant 30 ou 40 ans sous-investi dans ce secteur énergétique. Dépensé 140 milliards par an, ce qui est le coût d'une centrale thermique. Les autorités de la transition actuelle ont décidé de contracter à nouveau avec Carpo Airship parce que les délestages, la situation a empiré. L'élection présidentielle doit intervenir le 12 avril. Ils ne peuvent pas se permettre d'arriver à ce scrutin dans cette situation.
d'autant plus que ces délestages ont une incidence aussi bien sur la population que sur l'activité économique. Ils ont justifié contracter avec Harpo Airship en mettant en avant le fait que le montant qui était réclamé à l'État gabonais a été minoré. De combien, je n'ai pas l'information, mais si on part juste du principe qu'on est passé de 12 à 6 milliards par mois, c'est déjà énorme. Je comprends parfaitement qu'il faille trouver des solutions dans l'urgence, mais le seul problème, c'est qu'à vouloir absolument éteindre des incendies, on finisse par se retrouver le bec dans l'eau avec moins de moyens à investir dans des solutions définitives. Et c'est pour ça qu'il était impérieux qu'à leur prise de pouvoir, le CTRI ait un langage de vérité, demande et commette des audits aussi bien dans le secteur énergétique que dans le secteur de la santé, par exemple. Ils ont enfermé la semaine dernière un lanceur d'alerte qui a fait savoir que l'hôpital général s'était retrouvé dans le noir. Le groupe électrogène est défaillant. Il est allé en prison pour ça. Un influenceur gabonais arrêté après avoir critiqué les effets d'une coupure de courant sur un hôpital de Libreville. C'est après la diffusion d'images tournées à l'hôpital général de la capitale, plongé dans le noir après une coupure d'électricité, que l'influenceur Novelas Overmax a été arrêté. Le 5 février, il a été placé sous mandat de dépôt et a été conduit vers la prison centrale de Libreville. La veille de son arrestation, il avait partagé une vidéo dans laquelle il affirme être recherché par les autorités. À la suite de son arrestation, de nombreux internautes se sont mobilisés sur les réseaux pour demander sa libération. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Geoffroy Fomboula Libeka, a confirmé que les poursuites contre l'influenceur résultaient d'une plainte déposée par l'hôpital général. Le 6 février, une vidéo est diffusée sur les réseaux. On y voit l'influenceur de retour à l'hôpital et présentant des excuses. Sincèrement, je ne pensais pas que ça devait prendre autant d'ampleur et c'est pourquoi je viens m'excuser, je viens demander Papa Oligui pardon à la population, pardon. Depuis quelques mois, la Société d'énergie et d'eau du Gabon est régulièrement pointée du doigt pour ses manquements en approvisionnement en électricité. En septembre, le président de la transition lui-même évoquait un système mafieux de sous-traitance et dénonçait l'incompétence des agents. Pour ça, le fait qu'il n'y ait pas eu de langage de vérité, qu'on ne soit pas venu clairement dire aux populations la situation est celle-là, pour pouvoir résoudre le problème, voilà ce qu'on va devoir faire, ça coûtera tant, ça prendra 10 ans, 15 ans, il va falloir que vous serriez les dents. Mais ne vous inquiétez pas, on va rattraper les 30 ans d'incurie des régimes Bongo dont on hérite et on va construire les infrastructures énergétiques pour les 30 prochaines années. Mais ça encore, il aurait fallu avoir cette méthodologie et cette présence d'esprit de le faire savoir. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait et c'est pour ça qu'ils vont certainement être comptables de cette situation. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette revue de presse. Et si elle vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye. Après l'heure, c'est plus l'heure. Pour la paix, faut la guerre. Ici, ça tue pour l'honneur.